tantôt que nous allons parler aujourd'hui donc des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, donc c'est qui est traitement, qui englobe le titre qui a été affiché et qui permet de mieux détailler donc cette, cette thématique. Alors, c'est le plan que nous allons suivre. Après une introduction, nous décrirons les bases de la leçon dans les généralités, nous décrirons les signes, nous poserons le diagnostic et nous traiterons avant de conclure. La vessie, donc, comme je le disais tantôt, infectieuse, scléro-inflammatoire, tumorale, traumatique, malformative, et pour ne citer que celle-là. Et les tumeurs de la vessie se présentent sous deux formes. La forme où elles n'infiltrent pas le muscle et la forme où elles infiltrent le muscle. La première phase évolutive, donc, qui est la forme où la tumeur n'infiltre pas le muscle, sera l'objet donc de cette présentation. Nous abordons donc les généralités et nous commençons par la définition. La tumeur de vessie non infiltrant le muscle est une prolifération cellulaire primitive maligne aux dépens de l'urothélium et du chorion de la vessie. On comprendra mieux cette définition tout à l'heure quand on aura la coupe schématique de la paroi de la vessie. C'est une pathologie qui est fréquente, décrite par plusieurs auteurs, et le pronostic vital peut être engagé à cause du risque de choc hémorragique par saignement abondant. Sur le plan anatomique, comme vous le voyez sur ce schéma, nous avons deux reins, un à gauche, un rein à droite, qui vont se charger de la filtration de notre sang pour produire les urines. Ces urines vont être drainées vers la vessie, qui est le réservoir des urines entre deux besoins mictionnels. Et lorsque la vessie est pleine, on arrive donc à uriner et à vider la vessie. Donc, notre présentation va se concentrer sur la vessie. Et nous verrons que lorsque la vessie, la lésion tumorale va intéresser les médias urétéraux que vous voyez au niveau du trigone là, on aura une urétérohydronéphrose qui peut être unilatérale ou bilatérale selon le cas. Lorsque la tumeur va intéresser le col de la vessie, on aura des retentions d'urine, on aura des difficultés urinaires, une dysurie. Où j'ai pris donc ce schéma, vous voyez bien donc la vessie avec en arrière la vésicule séminale, en dessous la prostate, en avant le pubis et tout en arrière le rectum. Tous ces essais lorsque l'extension va commencer. Signalons que dans notre présentation, on n'aura pas d'extension. Je dis cela juste pour éclairer la lanterne des personnes qui nous suivent là. La femme, la vessie, donc, repose en arrière donc, du pubis et en arrière de la vessie, vous avez le vagin et vous avez l'utérus qui surplombe et tout en arrière, vous avez le rectum. Donc, les éléments qui vont être concernés, touchés par la lésion lorsqu'elle va dépasser la limite de la vessie sont ceux dont nous parlons, c'est le col de l'utérus, c'est le vagin et c'est parfois le pubis. Alors, cette coupe histologique de la paroi de la vessie permet de noter de l'intérieur vers l'extérieur une muqueuse, une muqueuse, c'est l'urothélium, avec une sous-muqueuse, encore appelée lamina propria ou corion. Donc, cette sous-muqueuse est celle qui va précéder la structure musculeuse de la vessie, qui est décrite en deux couches, et en dehors donc du muscle, donc de trésor qui constitue le muscle de la vessie, vous avez l'adventice. Sur le plan de la physiopathologie, la tumeur de la vessie
lorsqu'elle va s'installer, va être responsable d'une hématurie terminale, c'est-à-dire l'hématurie qui survient en fin de mission. On va en reparler tout à l'heure. Cette hématurie va être responsable de caillotage vésical, c'est l'amas de caillots de sang dans la vessie, rendre difficile la miction. Et on peut avoir, secondairement, lorsque l'anémie, le saignement continue et qu'on n'arrive pas à l'arrêter, on peut, par exemple, se retrouver dans le cas d'une anémie clinique. Donc, une tumeur d'une masse, la masse donc va s'installer et donner au patient une sensation de pesanteur pelvienne, dysurie ou une hydronéphrose selon que le meilleur urétéral est envahi ou non. Au niveau de la vessie, du col de la vessie et de l'urètre, vous savez, il y a des récepteurs récepteurs alpha, qui vont être les récepteurs par lesquels le système nerveux va contrôler la mission. Ces récepteurs vont être hyperactivés par la présence de la lésion tumorale et entraîner une pollakiurie, une hyperactivité vésicale qui va être responsable d'une pollakiurie, une urgenturie et des brûlures mictionnelles. Je suis en communication. Alors, les bases donc de la leçon de la présentation ayant été posées, nous allons aborder le chapitre des signes et nous allons prendre comme type de description une tumeur de vessie non infiltrant le muscle chez un adulte qui a été exposé à la bilharziose urinaire. Ce type de description est un type de description qui est conforme aux étiologies les plus fréquentes en Afrique et c'est aussi pour que lorsque les premiers signes commencent, lorsque le médecin africain remarque qu'il y a une hématurie, qu'il invite le réflexe de soigner le patient et de lui donner la chance donc de guérir. On peut guérir du cancer de la vessie lorsqu'on découvre cela tôt. Alors, quels sont les signes fonctionnels? Vous allez noter chez ce patient qui a précédemment été exposé à la bilharziose urinaire, il vous dira, j'ai grandi dans une zone et on a nagé dans l'enfance, dans un courant d'eau qui est dans notre contrée. Et ça, c'est très important de poser cette question et de le savoir. Et vous allez souvent être surpris que parfois, des gens même qui ne sont pas d'une origine où il y a des courants d'eau vont vous dire qu'ils ont vécu là-bas et ils ont peut-être nagé quelques mois dans leur enfance. Et ça a peut-être suffi, ça a peut-être été à l'eau où le patient a pris ses baignets. Et là, donc déjà, la bilharziose ayant été installée, elle va évoluer dans le temps et être responsable donc de ce cancer de vessie. Le patient se plaindra d'une hématurie. L'hématurie, comme je vais le définir, est la présence d'hématies dans les urines émises. Donc, les urines émises par un patient qu'on examine et qu'on découvre on découvre dedans qu'il y a donc des globules rouges. La pollakiurie, qui est une miction fréquente et en petite quantité. C'est une augmentation de la fréquence d'émission et en petite quantité. Elle est différente de la polyurie, qui est une augmentation de la diurèse et qui se manifeste par une mission fréquente, mais cette fois en grande quantité. Le malade se plaindra d'une urgenturie, qui est une mission urgente, une impériosité missionnelle qui se caractérise par l'incapacité de retenir le besoin missionnel lorsque celui-ci apparaît. Le patient se plaindra de brûlures missionnelles. Les brûlures missionnelles sont des sensations de cuisson ressenties le long de l'urètre pendant la miction.
et des douleurs pelviennes, le patient vous dira qu'il a des douleurs pelviennes. Alors, après l'avoir écouté, il faut donc l'examiner dans les conditions adéquates. Il faut commencer par l'examen de la miction. L'examen de la mission va mettre en évidence la difficulté urinaire, la brûlure missionnelle, parce que lorsque ça brûle, le patient va faire des gestes, une mimique qui signale qu'il a mal. Mais l'hématurie doit être évaluée par l'épreuve des 3 verres de Guyon, qui consiste à faire uriner au patient le début de la mission dans un verre V1, l'essentiel de la mission dans un verre V2 et la fin de la mission dans un verre V3. Alors, comment interprète-t-on l'épreuve des 3 verres de Guyon? L'hématurie, donc ici, va être dite initiale lorsque seul le verre V1 contient des urines hématiques. Et l'hématurie initiale signale une étiologie, une origine cervico-prostatique. Cervico-prostatique. Et l'hématurie, lorsque seulement le verre V3 contient des urines hématiques, on parlera d'hématurie terminale. Et l'hématurie terminale est caractéristique donc d'une lésion vésicale. Et lorsque les 3 verres contiennent du sang hématique, on parlera d'hématurie totale. Et l'hématurie totale est caractéristique donc des lésions rénales, mais peut également représenter un saignement important à partir de n'importe quel point de l'arbre urinaire, que ce soit cervico-prostatique, que ce soit vésical, que ce soit urétéral. Si le saignement est abondant, on peut avoir une hématurie totale. Il faut palper donc le patient. Palpation douce, vous allez donc découvrir qu'il y a une douleur pelvienne ou la présence d'un globe vésical, signe que le patient, au niveau du col de la vessie, la lésion s'est couchée donc sur le col et empêche les urines d'être évacuées. Les touchés pelviens, généralement, le toucher rectal peut être associé à la palpation pelvienne et déclencher une douleur. Ici, puisque on dit que la lésion n'a pas infiltré le muscle, on ne peut percevoir aucune masse au moment des touchés pelviens, autant le toucher vaginal que le toucher rectal. Le patient, donc, va généralement avoir un état général conservé, mais parfois altéré lorsque l'hématurie est abondante. On découvrira qu'il a une pâleur des muqueuses palpées. C'est une technique d'imagerie médicale qui utilise les ultrasons pour apprécier les organes au travers d'une sonde posée par le moyen d'un gel. Et cet examen anodin, répétitif et non invasif et sans risque est moins coûteux que les autres examens, permettra de mettre en évidence la tumeur. Parfois, l'échographie permet d'évaluer la morphologie globale, la topographie des lésions, le nombre de lésions, mais lorsque la lésion est de toute petite taille, l'échographie ne suffira pas donc, pour poser le diagnostic. Donc, devant une hématurie, lorsque vous réalisez une échographie et que vous n'avez pas de lésion objectivée, pour passer à l'étape suivante, il faut procéder à la cytologie urinaire. La cytologie urinaire consiste à recueillir les urines matinales après brossage et lavage de la vessie. L'urine est envoyée à l'examen anatomopathologique pour être analysée. On pourra découvrir des signes de tumeur et des cellules tumorales de haut grade, de sensibilité supérieure à 90%, surtout pour
les carcinomes in situ, on y revient tout à l'heure. Cet examen est de faible sensibilité pour les tumeurs de bas grade, une cystoscopie. La cystoscopie est un examen endoscopique qui permet d'aller regarder à l'intérieur donc de la vessie et elle est réalisée sous anesthésie locale, c'est-à-dire par injection d'un gel urétral anesthésique et il faut avoir stérilisé les urines normalement en préopératoire, mais en cas d'urgence, on peut, on peut ne pas forcément avoir besoin de, de stériliser les urines. Sinon, de façon classique, nous demandons un ECBU pour confirmer que les urines soient stériles avant d'aller regarder. Mais devant l'urgence, le temps d'attente que le ECBU sorte, il vaut mieux aller regarder. Donc, cet examen va permettre donc de regarder à l'aide du cystoscope l'intérieur de la vessie. Donc, la cystoscopie va permettre de mettre en évidence le type de lésion, décrire leur macroscopie, leur taille, le nombre des lésions. Les lésions, généralement d'origine bilharzienne, sont souvent multifocales et de grande taille. La macroscopie des lésions à la cystoscopie, il peut s'agir de lésions papillaires, pédiculées ou sessiles, bourgeonnantes ou ulcéro-bourgeonnantes, érythémateuses, indurées, multifocales ou uniques. Donc, la description dans le compte rendu doit être précise. Donc, cet examen va mettre en effet de la muqueuse de la vessie et faire une cartographie donc, de la lésion. On peut se servir de la fluorescence vésicale en lumière bleue par examinolévulinate pour qui permet de découvrir les lésions, même les lésions suspectes qui apparaissent de façon plane et qui vont être colorées donc par cet examen euh, au moment de la cystoscopie. Dans les pays où ils ont les moyens, il faut faire l'imagerie en bande spectrale étroite, le narrowband imaging, qui permet donc de mettre en évidence cette lésion. À la fin, il faut faire une cartographie diagnostique de la lésion. Et comme vous le voyez là, ce schéma, il y a comme le trigone, l'urétère droit, l'urétère gauche, le mur postérieur, le tome, le mur antérieur, le mur droit, le mur gauche, le col et l'urètre. Alors, lorsque la lésion a été mise en évidence, il faut faire un neuroscanner qui pourra mettre en évidence des lésions, éventuellement des voies excrétrices et de la vessie, s'il y en a. Précise le nombre, la taille et la topographie des lésions. Une injection de furosémide et, et une double injection de produit de contraste permet d'améliorer la performance de cet examen. Lorsque l'on fait le scanner, et qu'on veut plus de précision, on peut donc faire l'IRM, c'est généralement dans le but d'évaluer l'extension locale de la lésion. Il faut donc savoir que c'est une alternative de l'uroscanner lorsque cet examen est contre-indiqué. Elle est de meilleure sensibilité et de meilleure spécificité et permet d'évaluer le risque d'infiltration musculeuse. L'erreur médicale météorétrale de la vessie.
La réalisation transgénérale de la vessie ici est un examen de primo-diagnostic, c'est-à-dire ça permet donc ça contribue à poser le diagnostic histologique. Et comment? Donc, la réalisation transurétrale de la vessie doit être réalisée au lieu de, par contre, par rapport à la cystoscopie, elle doit être réalisée strictement après une stérilisation des urines. Cela suppose que vous avez fait un examen cytobactérien des urines qui est négatif ou lorsque c'était positif, vous avez mis un traitement et vous avez fait un contrôle que le patient n'a plus d'infection avant de procéder. Ça se fait avec une électrocoagulation monopolaire. Il faut faire une résection en monobloc des lésions jusqu'à, il faut faire une réaction complète et profonde jusqu'à la couche des lésions qui se font et qui n'atteignent pas la couche musculaire. Lorsque on n'arrive pas à atteindre la couche musculaire, l'histopathologiste n'arrive pas à décrire, à préciser que la lésion n'a pas atteint le muscle ou non, puisque vous avez été superficiel. La réaction qui permet de se situer clairement sur le plan histologique de l'évolution de l'état de la lésion, de confirmer que la lésion n'a pas vraiment touché le muscle. On peut utiliser la luminofluorescence vésicale où le numéro va être pas si possible, si c'est disponible, il n'y en a pas chez nous. Il y a une cartographie de la résection, c'est-à-dire préciser les endroits où vous avez réséqué, irriguer de façon continue selon salée jusqu'à la 18e heure, histoire donc d'éviter les cailloutages. Alors, le prélèvement qui a été fait va être envoyé au laboratoire d'anatomie pathologique où généralement on va trouver, mais ces statistiques sont ceux des pays du tabagisme qui est responsable des cancers un carcinome épidermoïde. Vous verrez que ce sera un carcinome épidermoïde. Vous pouvez avoir un carcinome urothélial avec une différenciation squameuse et ou glandulaire ou trophoblastique. Un carcinome urothélial micropapillaire, un carcinome urothélial anémique ou un carcinome plasmocytoïde. Alors, vous avez ici les grades histologiques du carcinome urothélial selon l'OMS. Donc, l'anatomopathologiste va vous répondre qu'il s'agit d'une lésion de bas grade ou de haut grade. Et la classification de l'OMS de 73 reconnaît quatre classes. Mais la classe de l'OMS de 2004 reconnaît les bas grades et les hauts grades. Voilà. Selon se dérouler l'évolution sur le plan clinique, l'hématurie, l'hyperactivité vésicale, les lésions secondaires à distance comme les hydronéphroses, les pyélonéphrite, etc. Sur le plan paraclinique, il faut surveiller, faire des examens cytoscopiques de surveillance, la cytologie urinaire à répéter au besoin, une résection transurétrale de vessie de réévaluation, plus examen anatomopathologique ou une uro-TDM. Il faut surveiller, donc, en fait, faire la cystoscopie et voir s'il y a donc des lésions qui sont survenues. Les modalités évolutives, vous pouvez, après cette première régression, aboutir à la guérison totale du patient. Donc, il n'y a plus de repos, les contrôles 3 mois, 6 mois, 1 an, et tous les ans pour montrer que le patient est guéri. On peut avoir des complications, des récidives qui peuvent survenir au bout d'une année.
une progression de la lésion vers une tumeur de vessie infiltrant le muscle ou carrément une découverte de métastase à distance. Au cas où vous tombez sur ce cas où vous découvrez que les lésions ont avancé, il faut faire un bilan d'extension. Les examens cliniques peuvent être normaux, mais vous pouvez retrouver chez un patient qui a une altération de l'état général, la présence d'un ganglion de Troisier, une masse pelvienne ou hypogastrique, un toucher rectal qui va noter un envahissement statique, un toucher vaginal qui va noter un envahissement du vagin ou du col de l'utérus. Il faut réaliser un scanner TAP avec temps d'excrétion urinaire. Cet examen peut être normal et peut retrouver des lésions si on a des récidives ou des lésions évolutives. L'IRM de vessie multiparamétrique qui a une meilleure performance de stadification locale du TNM peut être normal, peut noter une atteinte du détruiseur en cas d'évolution vers le muscle, une atteinte vésicale, une atteinte ganglionnaire à distance et ce examen est souhaitable avant une RTV première si possible. On réalisera la sonographie osseuse pour évaluer éventuellement des atteintes osseuses à distance et cet examen est indiqué devant des signes d'appel osseux, à savoir des douleurs osseuses. On peut réaliser un scanner cérébral, une IRM cohérentée selon les moyens. Quelles sont les classifications? La classification PNM donc, va être tumeur de vessie non infiltrant les muscles, va noter une tumeur papier de grade variable sans infiltration de la lamina propria, les tumeurs plaques de haut grade, qu'on appelle les carcinomes in situ, les tumeurs papillaires de grade variable avec infiltration de la lamina propria, mais sans infiltration du muscle. On s'arrête ici pour les tumeurs non infiltrantes du muscle. Alors, les classifications pronostiques des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, il y a le risque faible, le risque intermédiaire, le haut risque et le très haut risque. Donc, quelles sont les formes cliniques donc, de cette maladie et les formes symptomatiques? Il y a les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle non hémorragique, où on aura donc un symptôme d'hyperactivité vésicale très important, une urgenturie, une pollakiurie invalidante, une douleur pelvienne. Ici, on n'a pas d'hématurie et c'est des tableaux qui simulent les cystites chroniques et les cystites interstitielles. À la cystoscopie, on va découvrir des lésions érythémateuses indurées d'un aspect de cystite inflammatoire et la fluorescence vésicale en lumière bleue peut aider au diagnostic. La radiation transrétrale de la vessie et l'examen anatomopathologique permettront de confirmer la lésion et orientera le traitement. Nous avons les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle hyperhémorragique, où ici l'hématurie sera totale, massive, caillotante, avec souvent un globe vésical et des douleurs pelviennes. Les signes physiques vont être un état de choc, plus ou moins abondant, avec une nécessité d'une prise en charge urgente, qui va consister en une transfusion de culottes globulaires. Dès que le malade est au calme, on fait un examen cytoscopique et on procède à une résection précoce avec hémostase et lésion.
Il y a les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, symptomatique, où on n'a presque pas de signes. En dehors de brûlures missionnelles plus aptes généralement pour une infection urinaire, c'est la cytologie et la cytoscopie qui permettent de poser le diagnostic. Il y a les formes évolutives où on a la tumeur de vessie non infiltrant le muscle guérie après réalisation transurétrale de vessie primo-diagnostic. C'est un patient chez qui on suspecte une tumeur de vessie superficielle. On va réséquer et quand on réséque, le malade guérit et quand on fait les cystoscopies de contrôle, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., tout est normal et il n'y a pas de lésion, donc il n'y a pas une deuxième réalisation du second look. Il faut la surveillance à distance aussi chez ces patients est sans particularité. Il y a les tumeurs de vessie non infiltrées récidivantes. Ce sont les tumeurs de vessie qui reviennent au second look, au diagnostic, et il faut réséquer ces lésions encore une fois. Et à l'examen en appart, il n'y a pas d'infiltration du muscle. Parce que dès que la lésion va infiltrer le muscle, on parlera plutôt de tumeurs de vessie infiltrant le muscle. Et on aura les tumeurs de vessie infiltrant le muscle qui vont évoluer vers une tumeur de vessie infiltrant le muscle. C'est donc à la cystoscopie de contrôle qu'on retrouve une tumeur et la résection second look permet de confirmer que la lésion a donc envahi le muscle. À l'examen anatomopathologique des carottes qui ont été prélevées. Alors, le diagnostic va se poser sur la base d'éléments cliniques et paracliniques. Les éléments cliniques, ce sont ceux qu'on a dit, c'est l'hématurie, l'hyperactivité physique, les brûlures missionnaires, etc. Suivant paraclinique, l'échographie, le scanner et l'examen en impact de rédaction de primo-diagnostic qui vont noter qu'il s'agissait d'un cancer d'une tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle. Avec quelle pathologie ne pas confondre cette pathologie? Il y a les tumeurs de vessie de la voie excrétrice, les cystites, les tumeurs prostatiques, les lithiases vésicales et le cancer du rein. Les tumeurs de la voie excrétrice sont évoquées devant une hématurie, une cytologie urinaire positive et écartées devant une cystoscopie première qui est normale, avec la présence d'une douleur lombaire qui signe une érythroïdonéphrose au-dessus de la lésion, une échographie qui confirme l'hydronéphrose et une uréteroscopie qui va confirmer donc la lésion de la voie excrétrice. Les cystes sont évoqués devant des signes d'hyperactivité vésicale, une hématurie terminale parfois, et écartée par une cytologie urinaire négative. Parfois, on peut retrouver le cystosoma hématobiome s'il s'agit d'une cystite bilharzienne, un ECBU qui est positif, une RTUV qui va révéler une cystite et des signes en faveur parfois d'une tuberculose s'il s'agit d'une lésion, une atteinte vésicale de la tuberculose. L'hypertrophie bénigne de la prostate est évoquée devant, ou le cancer de la prostate est évoqué devant des signes irritatifs du bas d'appareil urinaire, une hématurie, et est écarté devant toucher rectal qui révèle une hypertrophie prostatique. Et c'est l'échographie qui confirme l'hypertrophie de la prostate ainsi que l'âge du patient. Notons que chez ces patients, on a noté l'association des deux pathologies, surtout lorsqu'ils sont de certain âge, de sexe masculin, et présentant des troubles urinaires du bon appareil, une prolactinurie nocturne depuis un certain temps. La lithiase médicale est évoquée devant des signes irritatifs du bon appareil urinaire et une hématurie terminale. Et elle est écartée devant une échographie. Et l'échographie va retrouver une image hyperéchogène intravésicale avec condom postérieur. Et l'ASP va montrer une image de tonalité classique intravésicale. Et les antécédents peuvent retrouver une histoire lithiasique. Le cancer donc, du rein va être évoqué devant une hématurie écarté par une douleur
lombaire, le tumeur de vessie vont être créés devant une douleur lombaire, une masse lombaire, une absence d'hyperactivité vésicale et une échographie qui va confirmer la tumeur rénale. Le diagnostic étiologique des tumeurs de vessie ne se pose pas. Il existe cependant des facteurs étiologiques. Comme je le disais tantôt, en Europe, c'est le tabagisme. Aujourd'hui, il y a le phénomène de la chicha. Et les gens viennent s'asseoir quand tu vas dans les restaurants, ils viennent s'asseoir pour des filles comme des garçons qui a fumé à longueur de journée la chicha. C'est des patients qui sont exposés à des tumeurs de vessie, bien sûr. Et il y a les expositions professionnelles aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux amines aromatiques, aux nitrosamines. Il y a l'infection védicale chronique au schistosoma hématobiome, c'est le cas le plus fréquent en Afrique. L'Afrique, l'Inde et quelques pays de l'Asie sont le nid de la bilharziose et ces pays récoltent à distance environ 20-25 ans après l'épisode de bilharziose, le cancer va s'installer. Donc un antécédent familial, un syndrome Lynch, les irradiations pelviennes au rayon X peuvent exposer aussi au cancer de la vessie, la sédentarité, le syndrome métabolique et les apports hydriques supérieurs à 2 litres par jour. Ça, c'est une nouveauté que j'ai lue dans la littérature. Le fait de boire trop d'eau exposerait. C'est pas, il n'y a pas encore eu d'études qui confirment cela, mais je partage avec vous. Alors, comment donc traite-t-on les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle? Le but du traitement est de prévenir le cancer de vessie, de guérir le cancer, d'éviter la récidive et traiter les complications lorsqu'elles sont là. Il faut faire une RCP pour les moyens curatifs et une RTUV du pneumodiagnostic, faire des instillations endovésicales, une chimiothérapie, une radiothérapie et il existe également des moyens chirurgicaux. Les instillations médicales vont consister à faire une instillation post-opératoire primitive de mitomycine C, les IPOP, donc 2 heures à 24 heures après l'intervention. Il faut faire une alcanisation pour la mitomycine C. La contre-indication de l'IPOP, c'est l'hématurie, les perforations vésicales. Les complications peuvent être une nécrose de vessie et cette situation pour diminuer le risque de récidive. On peut faire une chimiothérapie endovésicale à la mitomycine C il faut réduire la durée de 8 heures avant l'instillation. Il faut faire une alcalisation des urines à pH supérieur à 6. Faire 8 instillations hebdomadaires de 40 mg, de 40 ml de solution salée, suivi d'instillation mensuelle pendant 1 an au maximum. La durée minimum d'instillation est d'1 heure. Il faut neutraliser l'émission post-infiltration avec 200 millilitres d'eau de javel pour ne pas favoriser en cas d'utilisation. Il faut première mission sur le lieu d'instillation. Lorsque l'on fait l'instillation, la première mission doit se faire sur le lieu d'instillation avant que vous ne quittiez les lieux. La thérapie endovédicale, ça se fait après cicatrisation de la vessie. Donc, il faut attendre 2 à 6 semaines après la résection. Ça doit se faire en l'absence de toute tumeur résiduelle. Donc, il faut faire une bonne cystoscopie et s'assurer qu'il n'y a pas de lésion. Il faut faire une instillation hebdomadaire de 2 heures, suivie de 3 instillations hebdomadaires à 3, 6 et 12 mois, et poursuivre tous les 6 mois jusqu'au 30e mois. Les contre-indications, c'est un antécédent de réaction cytotoxique au BCG, un déficit immunitaire sévère, la cystite radique et une tuberculose active. Il y a la chimiothérapie néoadjuvante. Le but est d'éradiquer les micrométastases, de faciliter la chirurgie et de réduire la taille de la tumeur, mais aussi de prolonger la vie du patient.
On utilise donc de la cisplatina pour cela. Les moyens chirurgicaux pour les lésions infiltrant, les non infiltrant le muscle, on peut procéder à une cystectomie précédée 10 à 12 semaines auparavant de chimiothérapie néoadjuvante à base de sel de platine. On peut réaliser une cystectomie radicale en l'absence de chimio néoadjuvante. On peut faire chez l'homme une pénétrectomie antérieure chez la femme selon le niveau évolutif de la lésion. On peut également faire une urétrectomie avec urétronéostomie périnéale et marge urétrale positive. Et on peut également faire un curage ganglionnaire. Les moyens préventifs sont le sevrage tabagique, la surveillance aux expositions professionnelles, le traitement de la bilharziose, le dépistage des populations en zone d'endémie bilharzienne, la surveillance des cystites compliquées et les indications pour les personnes exposées. Il faut faire les moyens préventifs. Et pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, il faut des moyens curatifs selon l'évolution. Les résultats, 75 à 85% des cas de tumeurs de vessie sont des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle au moment du diagnostic. 60 à 70% de ces tumeurs vont récidiver la première année et 10 à 20% vont progresser vers une tumeur de vessie infiltrant le muscle. Pour conclure la leçon, nous dirons que le sujet, les tumeurs de vessie sont des maladies du sujet âgé avec une prédominance masculine. Je dois vous dire que la tendance est en train de s'inverser en Europe actuellement. Les femmes deviennent majoritaires malheureusement. La cause est donc le tabagisme professionnel et la bilharziose. Les signes, c'est l'hématurie et l'hyperactivité vésicale. La radiation transfusiologique permet de faire le diagnostic et les moyens disponibles pour la prise en charge. Je vous remercie. Nous sommes au terme de la présentation et je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur, pour ce cours qui était intéressant malgré les interférences liées à la connexion Internet. Je vais donc laisser la parole aux participants. Si vous avez des questions, des remarques, des avis, c'est le moment. Il suffira juste de lever la main et vous aurez droit à la parole. Merci. Il y a une main qui est levée. Vous avez la parole. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Bonjour on vous Henri, comment entend tu très bien. vas? Ok, bonjour professeur, merci pour la présentation. J'ai une préoccupation concernant, bon, d'une manière générale, je vais dire les CBU. Au niveau de la réalisation transurétrale de la vessie, vous avez dit qu'il fallait quand même s'assurer que les urines soient stériles. Donc cela suppose que on a fait un SCBU et qui prouve que les urines sont stériles ou bien éventuellement si il y avait d'infection urinaire, on l'a traité et on a fait le CBU qui a montré que les urines étaient stériles. Donc la préoccupation, c'est que trop souvent, en tout cas dans la majorité des cas, lorsqu'on finit
on a, on a une infection urinaire diagnostiquée avec le CBU, on dit que, en fait, c'est pas la peine de vérifier l'efficacité du traitement sur la base de l'ECBU, en fait, des résultats de l'ECBU contrôle. Donc, ce qui m'amène à demander, lorsque on est dans le schéma de faire une résection transurétrale de la vessie, j'imagine que c'est un truc d'urologue, hein, de spécialiste, mais est-ce que vous laissez une marge de temps ou bien qu'est-ce qui va vous amener vraiment à vous baser sur les résultats de cet TBU-là? Parce que même si c'est positif, j'imagine que ça ne suppose pas que le traitement qui a été mis lorsque le CBU était positif et que ce traitement-là a été inefficace. Donc, est-ce qu'il y a une marge de temps libre qu'il faut laisser avant de faire ce TBU-là, vraiment pour se dire maintenant que oui, les urines sont maintenant stériles? Ou alors, quelles sont les autres possibilités que vous avez pour vous assurer que vraiment les urines sont stériles? C'est ma préoccupation. Je vous remercie. Merci à vous, docteur. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Ah, désolé, je suis Edouard Rouillet. D'accord. Merci, docteur. Je vais laisser la parole à docteur Malade et je vais demander à la personne qui a le téléphone Xiaomi de fermer son micro. Docteur Malade, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous, m'entendez-vous? On vous entend, oui. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour, Maladé, tu vas bien? bonjour, professeur Evie, oui, je vais très bien. Merci pour ce cours sur les tumeurs vésicales non infiltrant le muscle. Ce sont des cancers qu'on rencontre souvent dans nos contrées, mais qu'on a souvent du mal à traiter parce que, enfin, quand il s'agit du carcinome urothélial, les patients ne sont pas en mesure de faire la BCG-thérapie ou on n'a pas encore la BCG-thérapie. Toujours est-il que quand je vois les chiffres cités dans les intérêts, je remarque qu'elles sont quand même diagnostiquées, mais après, je ne sais pas si les chiffres concernent toutes les tumeurs vésicales ou si elles concernent uniquement les tumeurs vésicales non infiltrant le muscle. Et je me rappelle qu'à Cotonou, la plupart des tumeurs vésicales qu'on traitait étaient déjà infiltrantes. On faisait des cystectomies que le professeur Yévi fait très bien d'ailleurs. Et voilà. Euh, je voudrais réagir par rapport à certaines choses et faire des apports. Je voulais apporter un intérêt particulier à l'hématurie microscopique aussi, qui est souvent très vite laissée au néphrologue, mais qui permet quand même de déceler parfois des tumeurs vésicales, certes pas dues à la bilharziose urogénitale, mais enfin, je pense qu'elles ont un intérêt dans cette présentation. Euh, pour la BCG-thérapie aussi, en cas d'hématurie, il y a une contre-indication formelle à la BCG-thérapie. Et, et voilà. Également, lorsqu'on aborde le thème qui concerne la bilharziose urogénitale, euh, je pense qu'il y a un traitement à base de praziquantel. Et en général, dans ces cas-là, Euh, je ne sais pas si ils font plus la RTUV ou la biopsie vésicale. Et puisque vous avez dit que c'était des tumeurs multifocales, je voudrais savoir l'intérêt d'une urétéroscopie diagnostique dans ces cas-là, au cas où, par exemple, le scanner même pas de, enfin, ne montre pas de tumeur réellement. Parce qu'en général, la bilharziose urogénitale, elle est vraiment exprimée par des troubles de la phase du remplissage. C'est un patient qui est très irritatif, comme vous l'avez dit. Et euh, à l'échographie, déjà, je ne sais pas si la tumeur, elle est vraiment exophytique. Ce sont des cas que moi, personnellement, je n'ai pas encore vus euh, à Cotonou parce on a souvent affaire à des tumeurs qui étaient des carcinomes urothéliaux.
Donc voilà, cette tumeur-là, comment elles sont à la cystoscopie? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire systématiquement une urétéroscopie pour vérifier si le haut appareil urinaire est touché, même si l'uroscanner nous revient négatif? Euh, En fait, la bilharziose urogénitale n'est pas vraiment traitée dans la littérature, hein. Ils n'en parlent pas beaucoup. Brièvement, ils parlent de praziquantel. Il faut voir si le patient a un antécédent euh, de séjour en zone endémique et consort. Donc, ouais, donc ma question, c'est vraiment sur l'intérêt de la cystoscopie, ce qu'on retrouve et est-ce qu'il faut vraiment faire une urétéroscopie? Le traitement. Le traitement, je ne sais pas si la classification TNM correspond en fait à la bilharziose urogénitale. Je ne sais pas si vous comprenez mon souci. Parce que je ne sais pas si elle infiltre vraiment le muscle comme les carcinomes urothéliaux par exemple. Donc c'est vraiment ça. J'ai essayé de faire des recherches là tout de suite pendant la présentation, mais j'ai pas vu grand-chose. Et c'est pour ça que je pose cette question. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. Je me permets de bondir rapidement sur la question du collègue précédent. En général, lorsqu'on veut opérer un patient d'une RTUV, on fait systématiquement un essai BU préopératoire dans des délais que le professeur Yavi saura bien préciser. Et voilà, merci. Professeur, je ne sais pas si vous avez entendu les questions du docteur Maladi. Oui, j'ai entendu la question de Dr. Maladé. Je vais répondre aux deux. Je pense qu'il y a une personne qui a Merci. levé la main. Oui, oui. Si tu veux, on prend la question d'abord. Oui. Je connais pas la personne, mais c'est Christian Armi en tout cas. Vous, vous pouvez prendre la parole et vous présenter. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bon- c'est Docteur Fanami du Niger. Et D'accord, bonjour docteur. professeur, je vous remercie pour votre brillant exposé. Donc j'ai une question. Vous me recevez? On vous reçoit, vous pouvez poser la question. Ok professeur. Merci beaucoup pour votre brillant exposé. Donc nous avons suivi votre présentation avec intérêt et vous avez pris un type de description, tel que la villageoise érogène, un âge de prédilection pathologie tumorale au bilharzie. C'est juste ce que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a un âge de prédilection? Est-ce que les enfants, comme les personnes âgées, ils ont tous la même part de contracter cette pathologie et de faire cette, comment on appelle ça, et, et d'avoir cette pathologie morale au niveau vésical. Je vous remercie. Je peux répondre aux questions maintenant? Oui, professeur. OK.
Donc, je réponds à la première question. Maladie a déjà commencé. Bon, Maladie, il a fait des apports, c'est bien. Les... Lorsqu'on fait l'examen des urines avant de faire la révision de la vessie, il y a plusieurs possibilités. Lorsque vous faites l'examen et que vous voyez que le saignement est important et que vous faites l'examen des urines et que l'antibiogramme, vous identifiez un antibiotique, vous mettez le traitement en route, vous pouvez associer un lavage vésical continu, une irrigation vésicale continue. Parfois, il y a des astuces. On fait des irrigations vésicales avec des antibiotiques dans le liquide d'irrigation. Il faut de stériliser les lages de travail parce qu'il y a urgence et on part pour faire la résection. Le patient a été mis sous antibiotiques déjà, ne serait-ce que sous 12 heures au moins avant qu'on aille au bloc opératoire. Tout dépend de l'urgence. Et ça, on le laisse à l'appréciation de l'urologue, du chirurgien qui veut s'occuper de son malade. C'est lui qui évalue la pertinence donc d'aller réséquer ou de patienter carrément que le patient finisse son traitement, qu'on fasse un contrôle avant d'y aller. C'est au cas par cas et selon les besoins donc de chaque patient. Donc, il n'y a pas de protocole standard où on va dire ce serait une vue d'esprit. On va dire c'est comme ça qu'il faut faire, ce serait une vue d'esprit. Alors, est-ce que les cancers induits par... je veux rappeler avant l'année que je n'ai pas traité la question de la bilharziose urinaire. C'est le cancer induit par la bilharziose urinaire. C'est l'adénocarcinome. En fait, c'est pas la bilharziose que nous avons traité comme question. C'est le cancer qui est induit par la bilharziose. Et c'est le cas le plus fréquent en Afrique. Et donc, c'est un monsieur ou une dame qui a été exposée à la bilharziose, qui a vécu dans une zone endémobilharzienne, s'est baigné, qui a eu son parasite et qui s'est peut-être même soigné et qui n'était pas entièrement guéri ou qui ne s'est pas soigné du tout. Alors, les parasites, les bilharzies, donc, vont laisser des dépôts au niveau de la paroi de la vessie et avec le temps, ces différents éléments vont induire la survenue du cancer. L'inflammation chronique créée par la présence de ces parasites dans le système urinaire va induire la survenue donc, du cancer. Mais le problème en réalité, c'est que chez nous en Afrique, les gens, quand ils sont malades, ils ne viennent pas à l'hôpital à temps. Ils ne viennent jamais. Les gens vont commencer par faire une hématurie, ils vont rester là, prendre des tisanes, à aller voir des guérisseurs, des tradithérapeutes, à faire des visions, des jeûnes, des prières, etc. Le temps qu'ils mettent pour venir fera que, généralement, comme il l'a dit, dans la pratique, en Afrique, vous recevez les patients à un stade avancé. Mais avec la communication que nous faisons actuellement, nous essayons de communiquer sur les chaînes de télé, de radio, de sensibiliser. Les patients ont tendance à venir tôt à l'hôpital. Et ces patients, lorsqu'on les découvre tôt, surtout lorsque c'est une lésion bilharzienne qui évolue, le traitement radical permet donc de les épargner. Il faut aller très vite. Il faut pas attendre de faire les instillations et tout ça. C'est parce que c'était une question générale que j'ai présenté toutes les formes de traitement. Mais si je voulais traiter la question cancer de vessie induit par la bilharziose, il faut être radical. Il faut faire une cystoprostatectomie ou faire une pérectomie antérieure. Parce que c'est la seule façon donc de mettre la main sur cette lésion. Les résections et les traitements qu'on fait généralement n'aboutissent pas. Ça n'aboutit pas. Donc, et puis, il faut le dire, c'est au stade généralement où la lésion a déjà tout. Si on a la chance encore, sinon c'est au stade métastatique que tu les vois. Donc, quand tu as la chance de que c'est une lésion limitée encore à la vessie, il faut décider donc de procéder à une pelvectomie antérieure. Il faut être radical. Il ne faut pas chercher à chatouiller, à faire quand vous commencez par faire des résections, aller revenir,
Vous perdez le malade parce que la lésion va s'aimer et vous allez vous retrouver à une phase de métastase et vous serez obligé donc vous allez perdre votre patient. Donc c'est très important donc de le savoir. Quel est l'âge de prédilection? Généralement, c'est 25 ans, 30 ans après l'exposition à la bilharziose que le cancer va survenir. C'est 25 ans, 30 ans après la survenue de la bilharziose. Donc, c'est généralement peut-être à l'âge de 30 ans, 35 ans, 40 ans que l'hématurie s'installe et puis on découvre qu'il y a un problème. On découvre qu'il y a le cancer qui est là. Donc, généralement, c'est pas chez les enfants qu'on découvre le cancer. Mais la bilharziose peut survenir à tous les âges. Selon que vous soyez exposé aux parasites, vous pouvez faire votre bilharziose. Mais lorsque le parasite s'installe déjà les premières fois, 25 ans, 30 ans après, l'évolution va se faire vers le cancer. J'espère que j'ai pu répondre aux questions. Il y a d'autres mains qui sont levées. Bonjour, docteur Jackie. Donc, bonjour, professeur, bonjour à tous. Vous me recevez? Je te reçois, moi je te reçois. Ok, bonjour à tous. Euh, Très bien exposé, professeur. Merci pour votre disponibilité à chaque fois où il y a des questions de recherche. Moi, je n'ai pas une question, mais je lance vraiment un mea culpa à nos autorités en leur demandant de faire tout possible pour accompagner nos populations en matière de gestion des cancers urogénitaux. Parce que qui connaît le SMIC d'un Béninois? Alors que qui dit cancer de la vessie, dit cystoscopie, dont nous savons tous le coût, dit RTUV, dont nous savons tous le coût, dit bilan d'extension, scanner TAP, et finit par cette grosse intervention ou la chimiothérapie, alors que nous connaissons tous le SMIC du Béninois. Dans cette quête de moyens financiers, cotisation des enfants, cotisation de la famille, nous perdons généralement de vue nos patients. Et dans les études, on constate que les patients font l'effort d'arriver jusqu'à la RTUV, mais après la RTUV, quand tu leur remets le bon de scanner, ils vont demander le prix, tu ne les vois plus. Et tu ne les revois qu'en métastase ou qu'en métastase, et puis voilà. Donc, on n'a pas de chiffres de comment les choses évoluent et tout. Donc, si nos autorités peuvent vraiment aider la population dans la gestion de tout ce qui est cancer urogénitaux, ça ferait vraiment une avancée pour la santé dans notre pays. Donc, c'était ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, professeur, nous avons vu sur les réseaux sociaux que vous organisez pour la première fois au Bénin une mission pour la pose de prothèses péniennes et d'extrémités artificielles. Est-ce que si les membres du réseau REMA le permettent, est-ce que vous pouvez vous pouvez nous informer plus sur cela, si c'est bien sûr autorisé ici. C'est une parenthèse afin qu'on puisse sensibiliser nos parents à participer à cette mission qui s'organise pour la première fois dans notre pays. Et nous vous remercions pour tout ce que vous faites en matière de santé pour nos populations. Merci pour ça. Docteur Fassino? Oui, je suis là. Merci beaucoup, au docteur. Bien sûr que vous pouvez répondre. Et il y a une question également dans la messagerie. Quelles sont les chances de guérison des tumeurs non infiltrant la vessie dans le contexte africain? Et quels sont les éléments de mauvais pronostic? Je vous laisse la parole. Je commence par la question que vous venez d'évoquer. Les, les chances de guérir sont en fonction de la précocité du diagnostic. Lorsqu'on découvre très tôt toute lésion tumorale cancéreuse, lorsqu'on la découvre très tôt, offre plus de chances de guérison que lorsqu'on la découvre tardivement. Il faut dire que le cancer induit par la vessie évolue très vite. Donc, quand on découvre, il ne faut pas laisser la maladie évoluer avant de commencer à courir. Il faut courir pour dénoncer la maladie. Et comme l'a dit le docteur Diakidje, c'est souvent des problèmes financiers. Des problèmes financiers qui vont être la limite. Vous savez que en dehors des fonctionnaires d'État qui ont droit à la prise en charge de l'État à 80%,
Les autres n'ont personne, n'ont aucune assurance. Le président est en train de mettre en place un processus d'assurance actuellement qui n'est pas encore généralisé à tout le pays. Nous espérons qu'avec cette assurance, qu'on ait beaucoup plus de chances de sauver des patients. Le problème aussi que nous avons, c'est que nous ne communiquons pas assez. Les gens ne sont pas informés. Le plus grand mal dont nous souffrons, c'est que souffrent nos populations, c'est le manque d'information. Ils ne sont pas informés. Ils ne savent pas qu'il faut faire recours précocement aux soins. Et ça, c'est un gros problème. Là, moi, j'ai changé un programme de mettre en place dans Porto Novo, mettre en place un centre de prise en charge des cancers au niveau des populations qui n'ont pas les moyens. Si j'ai le soutien, c'est des choses qu'on doit faire dans nos pays pour aider ceux qui sont malades à guérir, parce que c'est notre devoir. Et je remercie encore une fois Dr. Diakité pour le clin d'œil qu'il fait au projet, le projet que nous sommes en train de projeter le 17 octobre, réaliser une mission de chirurgie prothétique de la verge, c'est-à-dire poser les prothèses de la verge au Bénin, le 14 au 17. Et en dehors de ça, nous allons également poser les sphincters artificiels pour les patients qui ont une incontinence urinaire. Tous ceux qui ont les moyens. C'est une première au Bénin et nous avons ce projet-là qui va tenir donc du 14 au 17 octobre. Donc, si vous avez des patients qui en ont besoin, ils peuvent nous contacter directement. Nous leur donnerons les informations nécessaires pour les intégrer à la liste de prise en charge. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Donc, sinon. Oui, professeur, je suis là. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Je pense qu'il y a une préoccupation dans la messagerie. Bonjour à Je tous. viens de voir ça. Ok, d'accord, je Oui. vous laisse alors avec. Oui, oui, je voudrais intervenir par rapport à la BCG-thérapie. Actuellement, il y a une recrudescence des cas de BCGite disséminés en France et il y a une BCG-thérapie de type MEDAC qui semble participer à cela. Des études en cours au Bénin, quelle est la fréquence d'utilisation de la BCG-thérapie? Dans le cas des tumeurs, il y a oui, les tumeurs, je réponds directement, c'est le docteur Oscar certainement. Et au fait, la BCG-thérapie n'est pas couramment utilisée au Bénin parce que les cas de carcinome urotérial sont rares. Donc, dans toute l'Afrique, les cas de cancer de vessie sont souvent dus à la bilharziose. Mais les quelques rares cas que nous avons, nous faisons la BCG-thérapie. Donc, le phénomène que vous décrivez donc, n'est pas noté ici. Euh, Justement, donc pour faire la BCG-thérapie, j'utilise le MEDAC, je commande ça en France et on envoie ça parce que c'est pas disponible sur place. Il faut commander en France pour pouvoir l'utiliser ici. Euh, mais je n'ai pas noté du BCG jusque-là. Tous mes patients se portent bien. Voilà. Donc c'est bon de nous apporter l'information. Nous vous remercions. C'est facile, non? Oui, je suis là, professeur. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a le micro de monsieur ou madame D. Bodo Soumé qui est ouvert. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Oui, bonjour tout le monde, c'est Des Porozumé, on m'appelle Ahobade Setondi. Vous m'entendez? On vous entend très bien, monsieur. Très Et bien, on vous d'accord. entend très Moi, bien. je voulais remercier le professeur Yevi. Moi, c'est un témoignage que je veux faire. J'ai souffert de cette pathologie et j'ai été pris. Moi, je suis délégué médical, hein. Donc, j'ai souffert de cette pathologie. J'ai été pris en charge par le professeur. Il m'a réséqué de façon correcte et on a fait la BCG thérapie, les 9 séances. Ça n'a pas été facile de trouver les produits sur place. Il sait comment on a jonglé pour le voir. Il va jusqu'en Tunisie pour me prendre les doses. Donc, moi, je tiens à le remercier ici. Et j'ai déjà fait 3 fois le contrôle. J'ai fait 6 mois, 1 an,
Ça fait la troisième année maintenant que j'ai été traité. Il y a 2 mois, j'ai fait le dernier contrôle, c'était bon. Moi, je tiens donc à remercier le professeur pour vraiment sa gratitude. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci Professeur, beaucoup, je vous en prie. je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, bon, je pense que c'est un témoignage qui me touche personnellement. La preuve que ce que nous disons, c'est dans la pratique et bon, on essaie de faire de notre mieux pour soigner les patients. Et on espère qu'on aura les moyens disponibles chez nous pour faire facilement ce traitement-là. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En attendant de voir s'il y a d'autres mains levées, je vais profiter pour vous annoncer que le prochain atelier de formation sera sur l'anémie mégaloblastique et ce sera fait par un hématologue. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il Apparemment, n'y il a n'y en pas a d'autres pas. questions, oui, il n'y en a pas. Je vais profiter également pour vous dire, pour avoir les cours que nous avons déjà fait jusque-là, il suffira de vous rendre sur notre plateforme Rema Learning ou encore taper sur YouTube Rema Learning et vous aurez droit à tous les cours, les enregistrements des cours que nous avons déjà fait jusque-là. Professeur, je vais vous laisser la parole afin de pouvoir conclure la séance d'aujourd'hui. Merci. Oui. Donc, je remercie tout chacun de nous. Je remercie M. Arobale pour son témoignage. Et la tumeur de vessie est une pathologie fréquente chez nous en Afrique, à cause de la bilharziose urinaire. Et il est possible de soigner ces patients. Il est possible de les prendre en charge dans nos différents pays. Lorsque vous diagnostiquez une tumeur de vessie, il faut l'orienter très tôt vers un neurologue dans un centre d'urologie où il peut bénéficier d'une prise en charge chirurgicale adéquate. C'est le seul gage d'assurer à nos patients une guérison réelle et définitive de ces cancers qui sont parfois très emmerdants. Je vous remercie. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je vais nous souhaiter une très bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour un prochain cours. Merci, à bientôt. Merci.